Bonjour à tous et merci de venir à mon talk déployer la même fonction dans plusieurs clouds grâce à Quarkus Funky. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur chez Zenicalil. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par Twitter ou par mon mail. Et si ça vous intéresse, j'ai un blog sur lequel je parle pas mal de choses autour de Java, principalement. Voilà. Je suis aussi GCP et Google développeur et contributeur Quarkus. Alors, je vais vous faire un rapide rappel de ce qu'est Quarkus et ensuite je ferai une démo principalement de Funky et je montrerai comment avec Funky on peut être agnostique du cloud provider qu'on utilise et déployer une même fonction sur plusieurs clouds ou pas. On verra, puisque comme je l'ai expliqué hier, j'ai proposé le talk sans avoir vérifié que c'était faisable. Voilà, donc Quarkus, son petit slogan, c'est Supersonic Subatomic Java. Donc, c'est un framework Java de développement de microservices. Quarkus se dit subatomique parce qu'en fait, il consomme très peu de mémoire. Donc, si vous regardez en fait en haut à droite de l'image, vous voyez la consommation mémoire d'une application qui est une application assez classique, donc avec REST-JSON et du CRUD via une stack JPA. Et donc, on peut voir qu'une application un peu traditionnelle va utiliser 200 mégas de mémoire. Quand on parle de mémoire, on parle de resident set size, c'est la taille, et c'est la mémoire totale utilisée par votre application vue par l'OS. Donc, ça contient votre heap Java, le metaspace où sont stockées les informations des classes, mais aussi les stacks de thread, de la mémoire réservée par les garbage collectors et d'autres petites choses. Donc, c'est beaucoup plus que l'HEAP. Au niveau d'une application Quarkus, donc encore une fois avec une stack REST JPA, on tourne plutôt autour de 150 mégas. Si vous compilez votre application native, votre application Quarkus en application native pour un OS grâce à GraalVM, vous êtes autour de 30 mégas. Voilà. Et là, c'est une grosse stack. Moi, je travaille sur en ce moment sur des applications qui font du Kafka et on tourne entre 80 et 100 mégaoctets de mémoire utilisée. Voilà, donc, ça consomme très peu de mémoire. Et il a été pensé pour ça dès le départ. Quarkus se dit aussi supersonique, c'est-à-dire qu'il démarre très très rapidement. Et donc là, c'est la partie tout en bas de l'image. Donc pareil, avec une stack REST JPA, Quarkus va démarrer à peu près en 2 secondes. Là, une stack cloud native plus classique que Quarkus va pouvoir prendre 8, 9, voire 10 secondes pour démarrer. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant dans le monde des conteneurs, parce que dans le monde des conteneurs, on veut que les conteneurs soient éphémères. Donc on veut pouvoir démarrer un conteneur très rapidement, le détruire sans avoir peur de devoir le redémarrer plus tard, pour pouvoir faire de l'autoscaling, pour pouvoir répondre à la pointe. Donc c'est très important. Qui veut dire démarrer rapidement, on veut dire aussi on n'a pas besoin de mettre plein de CPU sur le conteneur juste pour son démarrage, parce qu'il y a certaines personnes qui font ça. En fait, ils allouent 2 CPU pour un conteneur Java parce que sinon ça démarre trop lentement. Sinon, ils ne peuvent pas démarrer en moins de 20 secondes. Donc avec Quarkus, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est intéressant, ce qui veut dire qu'on peut avoir une bonne densité de déploiement. Et c'est vraiment ça. Quarkus a été pensé pour tourner dans un conteneur, pensé pour être compilé avec GraalVM, pensé pour tourner dans du Kubernetes. Donc, c'est fort différent des stacks qui sont beaucoup plus anciennes, qui n'ont pas été pensées pour. Comment Quarkus fait ça? En fait, il va bouger une partie du démarrage du framework et de toutes les extensions, de tous les frameworks qui sont intégrés dans Quarkus, au build, au lieu de le faire au runtime, au démarrage de votre application. Donc, au build, ça veut dire dans le plugin Quarkus. Moi, ce que j'aime bien avec Quarkus, c'est qu'il unifie le développement impératif, asynchrone et réactif. Donc, que vous voulez développer, que vous voulez programmer avec un mode impératif beaucoup plus simple, vous pouvez le faire. Et quand vous voulez passer en asynchrone, il suffit de retourner des completion stage. Quand vous voulez passer en réactif, il suffit de retourner un publisher reactive stream ou des types Mutiny qui sont l'API réactive. Voilà, donc à chaque fois, vous n'avez pas à avoir deux stacks API à apprendre. Quarkus, en fait, il gère les 3 modes. Quarkus est centré autour du développeur Joy, donc de faciliter la vie du développeur, de lui offrir plein d'outils. Et ça, dès le départ. Donc, on a bien sûr une configuration unifiée, ça c'est assez classique. On a aussi un live reload qui est ultra performant.
Moi, je me rappelle il y a une dizaine d'années, je développais dans du Tomcat. On démarrait notre Tomcat, on modifiait quelque chose, Tomcat redémarrait instantanément. Et on a un peu perdu ça à un moment. Donc, quand on est passé au développement avec des Tomcat ou des Jetty embedded à l'intérieur de notre application, il fallait bien souvent arrêter l'application, la redémarrer. Et donc, on a reperdu un petit peu ça. Quarkus, il a remis au goût du jour le live reload. Et leur live reload, il est ultra performant. Enfin, la première fois qu'il redémarre votre application, il la redémarre en 1 seconde. Et la fois d'après, il la redémarre généralement en 500, 600 millisecondes. En plus, il le fait de manière intelligente, c'est-à-dire qu'au lieu de redémarrer l'application tout de suite, il va savoir que l'application doit être redémarrée et à la prochaine requête HTTP ou au prochain message Kafka, il va le redémarrer. Ce qui évite de dire, je fais 3 modifications, il redémarre 3 fois mon application et puis le CPU de votre machine, il tourne non-stop. Le live reload, il est ultra performant. Moi, je le démarre le matin. Je l'arrête le soir si j'y pense, mais il tourne toujours, quoi. Il n'y a pas de memory leak parce qu'en fait, il détruit les classes loader. Et vous pouvez tout faire. Vous pouvez monter de version Quarkus, ajouter une extension. Il va toujours faire du live reload. Donc, c'est vraiment super intéressant. Continuous testing, une fonctionnalité super top qui permet de lancer des tests en temps réel. Donc, ça permet vraiment de faire du développement TDD. Pardon, il lance les tests en continu, donc c'est vraiment du développement TDD, soit via un target event dédié, soit via le dev mode de Quarkus. Les dev services qui permettent de démarrer automatiquement des brokers Kafka, des bases de données ou des choses comme ça. Et surtout, Quarkus veut limiter le boilerplate au plus dans toutes ses extensions. On n'a même pas besoin de classe de configuration, de classe d'application, quoi que ce soit. Et il facilite grandement la compilation native. Donc ça, j'en parle pas trop, mais la compilation native, ça peut être assez compliqué. C'est des lignes de commande à rallonge. Et Quarkus vous la facilite grandement. Il facilite aussi la compatibilité GradVM. Quarkus, c'est du Java et c'est surtout plein de librairies qui sont très connues et très matures. Donc, si vous avez peur que Quarkus soit un peu jeune parce qu'il a que 2 ans et demi, ce qui dans le monde de l'informatique n'est plus non plus tout jeune, eh ben, en fait, Quarkus, derrière, c'est Vertex, c'est Hibernate, c'est REST-Easy, c'est Camel, c'est Netis, c'est plein de frameworks en fait, qui sont très matures. Et en plus, Quarkus est basé sur des standards, donc une partie des standards J2E et surtout les standards micro-profile. Voilà. Et donc là, les standards, c'est toujours une garantie que ce que vous faites en Quarkus, vous pouvez le faire autre part. Et c'est aussi, si vous venez d'un monde qui utilise le standard micro-profile ou les standards J2E, vous saurez utiliser Quarkus. Alors, on parle function aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que c'est Quarkus supporte le développement de fonctions serverless. Et donc, il supporte via un ensemble de choses. Il peut les supporter via les API des cloud providers. Donc, il va permettre de développer des lambda d'AWS, des Azure Functions, des fonctions GCP, voilà. Et à chaque fois, généralement, il le fait aussi bien pour supporter des fonctions HTTP que background. Je vous montrerai comment ça marche en GCP avant de basculer sur Funky. Vous pouvez écrire vos fonctions avec les frameworks HTTP de Quarkus, donc vous pouvez les écrire en JAX-RS avec des Reactive Routes, avec des bonnes vieilles servlettes ou avec du Spring Web, parce que Quarkus a une couche de compatibilité Spring Web, et déployer ça comme une fonction dans AWS ou dans GCP. Et il y a Funky. Alors Funky, c'est une API portable pour écrire des fonctions déployables vers différents cloud providers. Donc vous écrivez votre fonction avec Funky, et ensuite, vous pouvez la déployer dans AWS ou dans Quarkus, et votre fonction ne change théoriquement pas. Funky permet d'écrire des différents types de fonctions. Fonctions background, on les verra aujourd'hui, fonctions HTTP, on les verra aujourd'hui, et des fonctions Knative et Cloud Event. C'est bon? Eh bien, on va y aller. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Comme ça, je pourrais y répondre. Ouais, normalement, je vois le chat en temps réel. De toute façon, je sais plus comment faire. Alors, excusez-moi encore une fois, je dis, je n'ai pas de souris, c'est pas très pratique. Alors, voilà à quoi ressemble une fonction GCP. Donc là, c'est une fonction Google Cloud. Donc c'est une fonction HTTP et c'est une fonction qui affiche Hello World. Et donc, une fonction dans Google Cloud, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les interfaces que nous fournissent l'API Google Cloud, donc HTTP Function, HTTP Request, HTTP Response. Donc ma fonction Hello World, elle implémente HTTP Function.
ça, c'est une fonction Cloud Function vraiment classique. La seule chose qui a été rajoutée par Quarkus, c'est que on ajoute la notation application scoped pour que la fonction soit un bin dans la registrie CDI pour qu'on puisse la récupérer via le support Cloud Function de Quarkus. Okay. Donc, je vais compiler cette fonction. Je vais packager, pardon, la fonction. Voilà, donc la fonction est packagée. Et donc, l'extension Google Cloud Function de Quarkus donc, a créé un Uber jar qui fait 4 MB, qui va être ensuite envoyé dans Google Cloud Function. C'est ça que je vais déployer. Donc, je vais lancer le déploiement parce que c'est un petit peu long. Tac, 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 tac. Voilà. Et ensuite, on parlera du reste. Là, je déploie ma fonction. Donc, pour déployer une fonction dans Google Cloud, c'est gcloud functions deploy. On lui donne un nom. Donc là, je l'ai appelé Quarkus Funky HTTP. On lui donne un entry point, qui est la classe qui va être appelée. Cet entry point, ce n'est pas la fonction que je viens de déployer. C'est une fonction fournie par l'extension Quarkus Google Cloud Function qui s'appelle Quarkus HTTP Function. Et c'est cette fonction qui ensuite va aller localiser la fonction Hello World que j'ai écrite dans la registrie CDI. Je précise que le runtime, c'est Java 11. Je dis que c'est un trigger depuis un endpoint HTTP et je lui dis que les sources de ma fonction sont dans le répertoire Target Deployment. Voilà. Donc là, je vais laisser le déploiement se faire. Ça va prendre une petite minute. Et donc, je peux vous montrer aussi dans mon pom.xml, puisque c'est un projet Maven, j'ai bien la dépendance vers Quarkus Google Cloud Functions, qui est l'extension qui va me permettre de déployer une fonction comme une application Quarkus. Donc là, en fait, j'ai écrit quelque chose qui est presque pas lié à Quarkus. Donc ça, c'est l'intérêt, par contre, qui est complètement lié à Google Cloud. Si on regarde la même chose, mais en faisant du storage, dans Google Cloud, pour pouvoir avoir une fonction qui récupère un événement de Cloud Storage, donc un événement de Cloud Storage, c'est par exemple la création d'un fichier dans Cloud Storage, je dois implémenter une fonction, une background function, qui va prendre un objet qui décrit l'événement. Donc là, j'ai créé un objet dans une classe interne qui s'appelle Storage Event, et j'ai juste à aller récupérer le nom. Mais là, c'est un événement un peu plus gros, mais moi, je suis juste intéressé par le nom, donc j'ai juste déclaré le nom dans mon objet. Donc cet objet-là, c'est lui qui va être récupéré, par exemple, à chaque fois que j'ajoute un objet dans un bucket. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je log juste le nom de l'événement. Encore une fois, j'ai la notation application scope pour que cette fonction soit dans le conteneur CDI et que Quarkus puisse la récupérer. Et sinon, je suis bien dépendant de l'API Quarkus. Encore une fois, j'ai une extension qui est l'extension Quarkus Google Cloud Functions qui me permet d'écrire des fonctions background. Alors, j'ai dit, j'ai dit un peu n'importe quoi. Donc là, j'ai dit que, encore une fois, je suis lié à l'API Quarkus. Non, je suis lié, encore une fois, à l'API Google Cloud. Okay. Donc là, je vais aller la compiler. Et pareil, ça va me créer un Uberjar dans le répertoire Target Deployment. Et c'est cet Uberjar que je vais aller déployer comme une fonction, comme une background function dans GCP. Donc, je vais reprendre la manière dont on déploie. Donc, c'est une background function. Donc, la ligne de commande est un petit peu différente. Donc, gcloud functions deploy le nom de ma fonction, ici Quarkus Funky Storage. L'entry point, c'est Quarkus background function. Encore une fois, c'est cet entry point qui est fourni par l'extension qui va localiser ensuite la bonne fonction que je vais appeler. Ensuite, je dis qu'en trigger ressource, c'est Quarkus Funky Storage qui est un bucket Cloud Storage, que l'événement, c'est google.storage.object.finalize, qui est un événement qui est levé quand on termine la création ou la modification dans un objet dans Cloud Storage. Le runtime, c'est Java 11, et le source, c'est Target Deployment. Encore une fois, ça va prendre quelques temps à se déployer.
Voilà, donc là, j'ai une fonction HTTP, une fonction storage que j'ai déployée dans GCP et qui sont liées à l'API GCP. Ma fonction HTTP, elle s'est terminée. Je vais pouvoir aller la tester. Je vais faire un curl sur l'URL qui est passé ici. Encore une fois, sans souris, c'est pas très pratique. Et ça m'a bien répondu Hello World, ma fonction HTTP, elle fonctionne. Là, ma fonction background, elle a été déployée. Pour la tester, je vais aller copier quelque chose dans Cloud Storage. Donc là, j'ai un fichier README à la racine de mon projet que je vais aller pousser dans Cloud Storage. Et dans quelques secondes, je vais pouvoir aller regarder les logs de ma fonction. Alors, quelques secondes, parce que les logs ne sont pas mis en temps réel, ne sont pas accessibles en temps réel. Hein. Il faut le temps qui passe de la fonction à CloudLog. Et donc, là, j'utilise une commande gcloud qui permet de récupérer les logs. Donc, gcloud function logs, read. Et donc, ça me permet d'aller lire les logs de ma fonction Quarkus Funky Storage. Et là, est-ce que j'ai les logs du jour? Oui, on est le 8. Voilà, super. Donc là, on voit bien mes logs. Et donc là, je vois les logs de démarrage de Quarkus. Il a démarré en 400 millisecondes. Et je vois bien mon log de mon appel de fonction. Quarkus, ça démarre en 400 millisecondes, ça c'est pas mal ça. Souvent, ça prend 1 seconde de démarrage. C'est pas énorme non plus, parce que de toute façon, il y a quasiment 1 seconde pour démarrer le Jetty. Mais là, il démarre. Là, même mon Jetty a démarré rapidement. Donc, c'est pas mal cette fois-ci. Voilà. Donc là, on a une exécution de fonction. Et on voit l'intérêt d'utiliser Quarkus, c'est que quand on fait juste de la fonction, en fait, il intègre même pas le cœur HTTP de Quarkus ou quoi que ce soit. Donc, il a peut-être vraiment un très, très petit nombre d'extensions. C'est pour ça que ce que je déploie fait 4 mégas et que ça démarre en 400 millisecondes. Alors, c'est un cold start, 400 millisecondes. Hein. La fois d'après, s'il réutilise votre même instance de fonction, ça va prendre un temps, ça va prendre quelques millisecondes. OK. Donc là, c'est bien, mais on a une fonction qui est liée à Cloud Function. Donc là, maintenant, on va... Pardon, ça, vous n'étiez pas censé le voir, c'est mon anti-sèche. Je vais la mettre là. On va passer à Funky. Et donc, je vais aller utiliser Funky HTTP pour pouvoir remplacer ma fonction HTTP de Google Cloud par une fonction Funky HTTP. Une fonction Funky HTTP, ce sera toujours une fonction HTTP, mais dont l'API sera agnostique du cloud provider. Donc là, il y a 2 choses à faire. Je dois ajouter l'extension Quarkus Funky HTTP et je dois utiliser l'extension Google Cloud Functions HTTP qui me permet d'avoir le support de framework HTTP. Donc, c'est une extension qui me permet de faire du Funky HTTP, mais qui me permet aussi, par exemple, de faire du REST easy si je voudrais. Une fois que j'ai ça, je vais aller faire un update du projet. Ici, là, je vais plus avoir accès à l'API Google Cloud. Donc ça, c'est la première chose. Je ne peux plus utiliser mon API Google Cloud parce que elle n'est pas disponible. Par contre, je vais pouvoir avoir accès à autre chose. Je vais pouvoir avoir accès à Funky. Comment on utilise Funky? Funky, ça s'utilise via une annotation func qu'on met sur une méthode et qui définit que c'est cette méthode qui implémente notre fonction. Et donc, j'ai plus accès non plus à la réponse et la requête, parce que ça, c'était des trucs qui m'étaient fournis par l'API Cloud Function de Google. Tac. Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais retourner ce que je veux. En fait, Funky, ce qu'il fait, c'est que automatiquement, il va désérialiser la requête en poste
dans le paramètre de votre méthode. C'est ce qu'on verra pour la fonction storage. Et si vous lui retournez quelque chose, automatiquement, il va le sérialiser en JSON dans la réponse. Voilà. Donc là, je retourne une string, hein, donc ce n'est pas très intéressant. Mais si je peux retourner un objet, et il le sérialiserait automatiquement en JSON. Je vais repackager mon application. Je croyais qu'il y avait une question, mais c'était Alexandre qui faisait de l'humour. Merci Alexandre. Simple et funky, effectivement. Donc c'est vrai que l'implémentation funky, elle est vraiment basique, quoi. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Mais en même temps, une fonction, généralement, quand on choisit de faire une fonction, on choisit de faire quelque chose de simple. Si on voulait faire quelque chose d'un peu compliqué, on ne ferait pas une fonction, on ferait une application complète qu'on pourrait déployer avec App Engine ou comme un conteneur. Les fonctions, souvent, c'est pour pouvoir développer quelque chose qui prend normalement quelques lignes, d'où le nom fonction. Hein. OK, on va aller regarder ce qu'on a dans le répertoire déploiement. C'est intéressant. Alors là, une fonction HTTP, c'est un petit peu plus gros parce que ça prend la stack HTTP de Quarkus en plus. Mais ça reste une fonction 12 MB, ce n'est pas non plus énorme. Hein. Et je vais aller déployer cette fonction. Et alors, pour déployer la fonction, je vais utiliser une commande vcloud légèrement différente parce que je vais avoir un entry point qui est différent puisque l'entry point vient de l'extension GCP, Google Cloud Functions HTTP et pas de l'extension Google Cloud Function. Donc, c'est un entry point légèrement différent qui, lui, va permettre de s'interfacer avec la stack HTTP de Quarkus. On va attendre que ça se déploie et pendant ce temps-là, on va faire la même chose pour la fonction storage. Donc, pour la fonction storage, on va aller importer l'extension Quarkus Funky Google Cloud Functions. Donc là, c'est encore plus simple, hein, parce qu'on n'a pas besoin de récupérer une stack HTTP. Donc, c'est juste cette extension-là qu'on va vouloir aller récupérer. Et je vais aller modifier ma fonction pour que ce soit une fonction funky. Donc, une fonction funky, pardon, c'est toujours pas la bonne, voilà. Donc, la fonction funky, pareil, ici, là, je ne suis plus lié à la stack Google Cloud, j'ai ma fonction storage, et c'est toujours juste ma méthode que je vais annoter avec @func. Voilà. Et quand ma fonction va recevoir un événement, cet événement, il va être directement passé à la méthode parce que Funky va faire le lien entre l'API de GCP et l'API Funky. Voilà, donc encore une fois, simple et funky, comme dit Alexandre. Je vais compiler. On va regarder encore une fois la fonction qui a été générée. Elle est un petit peu plus grosse, hein, l'autre faisait 4,5 m, ou peut-être même, enfin, je sais plus, c'était peut-être, enfin voilà. Elle n'est pas beaucoup plus grosse, donc ça reste une fonction très petite, parce que là, on ne prend pas la stack HTTP de Quarkus, ça reste que géré par des événements. Là, et je vais prendre la ligne de déploiement, parce que de la même manière, quand on est en Funky, on a un événement, un entry point différent, qui va être la Funky Background Function. Et je vais laisser déployer mon application. Revenons sur notre fonction HTTP Funky. Elle est déployée. On va aller vérifier qu'elle marche. En soi, c'est le même curl. Et donc là, je suis sur le call start. Resource not found. Juste un petit truc. Pourquoi est-ce qu'on a un resource not found? Parce que, en fait, Funky, automatiquement, il va exposer cette fonction sur le pass HTTP qui correspond au nom de la fonction. Donc, le petit truc qui change avec Funky, c'est que mon URL change.
Et j'ai bien mon Hello World qui fonctionne toujours. Mais là, qui est plus lié à l'API Google Cloud. Alors, ma fonction storage, elle n'est toujours pas finie d'être déployée. Tic, tac, tic, tac. Voilà, bientôt. Alors, j'espère que ça ne va plus trop tarder. Voilà, ma fonction storage a été déployée. Donc, une nouvelle version de ma fonction. Et je vais pouvoir aller la tester. Bon, JS utils. Donc, je vais recopier le fichier qui va le mettre à jour. Et le fait de l'avoir mis à jour va faire un nouvel appel de fonction. Et donc là, pareil, je vais aller regarder dans les logs. Et normalement, je devrais voir la même chose. Sauf que là, il n'a pas encore mis à jour les logs. Voilà, donc là, il a réexécuté la fonction et on voit bien ici, pareil, la même trace, mais donc là, ça a été servi par Funky, par Quarkus Funky. Super. Mais là, vous allez me dire, bon, quand est-ce qu'on voit plusieurs clouds? Donc, je vais répondre à la question d'Amaury juste avant de basculer sur AWS. Donc, Amaury demande dans la fonction storage, l'event reçu en paramètre vient de quel package? Ben là, en fait, dans ma fonction storage, mon événement, je l'ai juste déclaré ici, donc c'est moi qui l'ai écrit. J'ai pris l'aspect de l'événement que GCP renvoie, mais GCP ne fournit pas les objets d'événements. C'est à vous de créer vos objets d'événements. Et donc, c'est un événement, c'est un JSON qu'on reçoit. Donc, c'est à nous d'aller… Enfin, en fait, on ne reçoit pas un JSON, on reçoit vraiment un objet au sein des classes de la fonction. Et donc, c'est bien à nous d'aller déclarer cet événement. Voilà. On va revenir là-dessus, t'inquiète pas, effectivement. Ça fait se poser des questions déjà sur ce qui va se passer plus tard. OK. Donc là, maintenant, ce que je voudrais, c'est passer sur AWS. OK? Parce que je voudrais déployer ma fonction Funky sur 2 clouds. Donc, normalement, je vous ai dit, on n'a pas de code à changer. Pour passer sur AWS, je vais remplacer dans mon POM l'extension GCP par l'extension AWS. OK? Ça va marcher, vous pensez? C'est ce que je vous ai promis. Hein. Donc là, je fais un package. On va aller regarder ce qu'il y a dans mon deployment. Pardon. Ce qu'il y a dans mon target. Et là, dans mon target, ben, ouais, ça a l'air de marcher. J'ai un function.zip qui fait 12 MB. Et donc, le function.zip, c'est ce que je vais envoyer à AWS Lambda. Et j'ai des fichiers samjvm.yaml, qui est le fichier SAM qui permet de décrire le déploiement pour le CLI SAM, et donc qui permet de déployer votre application via SAM, c'est Serverless Application Management, je crois. C'est ça. Donc, ça simplifie. Si vous voulez faire du Cloud Function basique, c'est un petit peu plus compliqué. Avec via SAM, c'est un peu plus facile. Et donc, c'est ça qu'on utilise ici. J'ai déployé cette fonction. Alors, c'est une fonction… c'est une fonction AWS. Donc là, je vais utiliser le SAM-CLI. Je vais dire de déployer ma fonction et je vais lui dire qu'il faut utiliser le fichier de configuration sam.jvm.yaml. Et là, il va déployer
ma fonction dans AWS. Tac, je dis OK, yes, 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 default, et là il va déployer. OK. Donc là, il est en train de créer le change set. Je ne sais plus si après. Voilà. Je ne suis pas très habitué à AWS. Hein. Voilà, donc c'est ça. Après, il nous dit, je vais changer tout ça. Est-ce que tu es OK? Tu dis oui. Et il va déployer dans AWS. Pendant ce temps-là, je vais aller, pareil, changer l'extension côté storage. Et aller voir si ça marche. Donc, bah pareil, il m'a créé un function.zip. Ça a l'air cool, ça a l'air de marcher. Alors, on va aller déployer. Donc là, je vais déployer pas via le samclip, parce que c'est une fonction lambda. Je vais aller une fonction événement. Je vais aller la déployer via le CLI AWS lambda. Donc, je fais un create function en lui passant le nom de ma fonction, Quarkus Funky Storage. Le handler, pareil, hein, qui est un handler funky, pas celui que vous avez écrit, hein, qui est un handler fourni par Funky. Runtime Java 11, avec un timeout de 15 et une mémoire de 256 MB. Ah oui, elle existe déjà. Et donc, il faut faire... je ne l'ai pas... Ouais. Ah oui, j'avais répété hier, mais AWS, c'était pas... Ouais. Mais AWS, c'était pas dispo. Donc voilà, là, j'ai mis à jour ma fonction. Donc, c'est bien tout ça, mais est-ce que ça marche? On va tester déjà la fonction HTTP. Si on l'appelle, on a le même résultat. Il faut l'appeler sur l'URL/service qui est le nom de ma fonction. Donc, super. Donc, pour tester que ma fonction, donc la fonction HTTP fonctionne, et j'ai changé juste le pom.xml. Et si on fait la même chose côté storage, donc pour appeler ma fonction storage, elle sera déclenchée par l'ajout d'un fichier dans le bucket S3. Voilà. Donc ça, je ne vous ai pas montré, hein, mais dans AWS, il faut aller lier la fonction avec un événement S3. Ce n'est pas comme avec Gcloud ou tout, comme avec GCP où tout se fait dans la ligne de commande. Avec AWS, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, je l'ai fait avant. Et donc après, alors pour récupérer les logs dans AWS, c'est un petit peu compliqué. Il faut aller demander la liste des logs et ensuite aller récupérer le log de votre événement. Et donc là, mon événement, c'est celui-ci que je veux. Voilà. Et ça, normalement, ça va me retourner. Voilà. Ça me retourne tous mes logs. Et là, vous voyez les logs. Tac, 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 tac. Ouais, il me dit bien qu'il y a... Et hello suite file nul. Ah. Ok. Donc là, il y a un truc qui a l'air d'être pas top. Et en fait, quelqu'un avait, de manière très intelligente, posé la question sur ce storage event. En fait, Amazon, quand il envoie un événement S3, il n'y a pas d'attribut name. Ça, c'est quand même vraiment dommage. Et en fait, l'événement S3 qu'il envoie, c'est un S3 event. Et là, si je prends S3 event, je vais avoir les informations. Je sais plus comment ça marche. Ah oui, c'est get records. .get de 0, grosso modo. Et là, après, il y a
Ben voilà, getS3 et point. C'est pas getS3, c'est getEventSource. Voilà. Donc là, bon, là on a un problème, c'est que chaque cloud a son propre type d'événement. Donc ça veut dire que si on veut vraiment avoir la même fonction qu'on déploie pour un événement Cloud Storage et pour un événement S3, eh ben, il va falloir avoir une couche de mapping. Donc là, il y a plein de manières de faire. On peut dire, je crée une fonction GCP, une fonction AWS. La fonction GCP, elle prend un Cloud Storage Event, la fonction AWS, un S3 Event, et après, j'appelle une autre méthode interne. Donc, en fait, là, ce que j'aurais pu faire, c'est ça, en fait. Donc, je n'avais pas prévu de faire... Je ne l'ai pas testé, ça. Pardon, pourquoi est-ce qu'il me fait tout ça C'était bien ça. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est ça, en fait. Hein, vous voyez, j'aurais dû faire. Et en fait, et là, ici, je vais bouger mon... Voilà. J'aurais pu faire quelque chose comme ça, en fait. Hein, vous voyez. Voilà, donc ça c'est une manière de faire, hein, mais on aurait pu faire plein d'autres. Hein. On aurait pu récupérer un objet et ensuite aller faire un cast vers le bon type. Enfin, il y a plusieurs manières de faire, hein, mais l'idée c'est de dire j'ai une couche de mapping entre mes deux événements. Là, il n'y a pas vraiment de solution en fait. Hein. Les cloud providers ont des événements de type différent. Si on fait ça, le seul truc, c'est qu'on a deux fonctions. Donc, on est obligé de les nommer et d'aller sélectionner au runtime quelle fonction va être appelée. Est-ce que mon événement S3, il va arriver sur la fonction GCP ou sur la fonction AWS? Voilà. Donc ça, ce serait une manière de faire. Et donc après, il faut utiliser une variable d'environnement pour aller sélectionner la bonne fonction via Funky. Donc ça, je ne l'ai pas prototypé parce que je vais vous parler d'autre chose juste après. Donc la fonction HTTP, ça marche bien. La fonction storage, le problème, c'est l'événement lui-même. Alors après, la fonction HTTP, ça marche bien, mais vous allez me dire, Loïc, tu as quand même modifié un XML. Okay. Alors, je veux bien que l'XML, ça soit pas exactement, ça soit pas comme du Java, mais pour moi, c'est quand même du code. Et moi, je vais vous dire, ouais, vous avez raison. Est-ce qu'on peut faire mieux de ce fait pour cette fonction HTTP? Ben ouais, il y a un truc qui est sympa, ça s'appelle les profils Maven. Donc, je vais aller ajouter un profil Maven, deux profils Maven, pardon. Et ces profils Maven vont remplacer l'utilisation directe de la dépendance liée à mon cloud provider dans mon dependencies standard. Et ensuite, au moment du build, je vais dire, je vais builder avec le profil AWS ou builder avec le profil GCP. Et donc, comme ça, le même code peut être déployé dans AWS ou dans GCP, puisque au moment du build, vous allez dire je build un package pour AWS ou je build mon package pour GCP. Et là, vous ne changez plus une seule ligne. Et ça, c'est cool. C'est exactement ce qu'on voulait. MVN clean package, moins profil GCP. Et donc là, normalement, ça va me builder pour GCP.
d'ailleurs. Donc là, j'ai bien Target Deployment pour GCP, et si je fais AWS, là, il va bien utiliser l'extension AWS et donc builder pour AWS. Donc pour HTTP, si on utilise Funky plus des profils Maven, on est bon, on a le même code, y compris le POM XML, qui peut être déployé dans les deux cloud providers. Bien sûr, il faut recompiler pour le cloud provider, mais c'était, voilà, ça c'est pas mal. Alors, c'est l'histoire de profil Maven. Ici, on peut utiliser aussi pour storage. Okay, donc là, je vais aussi aller ajouter mes profils pour cloud storage. Je vais fermer tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Et donc là, on va aller utiliser Quarkus Funky Server Common, qui est en fait la librairie qui est parente de Quarkus Funky Amazon Lambda et Quarkus Funky Google Cloud Functions. Si je ne fais pas ça dans mes dépendances, ben mon IDE il ne va pas trouver la dépendance Funky, ou alors il faudrait que j'aille spécifier à mon IDE qu'il utilise un profil Maven par défaut. D'ailleurs, je pourrais mettre un des deux, ou je pourrais activer un des deux profils par défaut si je voulais. Okay. Donc ça, c'est bien. Ça me permet de pouvoir builder l'un l'autre. Par contre, ça ne résout toujours pas mon problème d'événements non standards. Il y a une spécification d'événements standards qui existe. C'est Cloud Event. Donc, je vous avais montré une manière de pouvoir gérer les deux types d'événements qui est en mettant soit en mettant storage event, S3 event et switcher entre les deux entry points en disant que tout le code métier, je le mettrai dans une fonction commune où je passerai l'information que j'aurais mappé des entry points, voilà, ou sinon jouer avec des objets et puis essayer de faire des switches sur le type d'objet et ainsi de suite. Mais ça revient toujours à dire, je gère les deux types d'événements dans ma fonction. Une autre manière, ce serait de dire, je vais utiliser un type d'événement qui est standard. Et pour ça, il y a un standard qui est en train qui est en train de s'installer dans le monde du cloud, c'est le standard Cloud Event. Donc Cloud Event, vous pouvez aller regarder sur cloudevent.io, c'est un standard, c'est une spécification qui définit une structure commune d'événements qui peut être utilisée par les différents cloud providers. Et donc après, c'est une structure commune, donc elle a des champs communs, entre autres le data type, en identifiant un sujet, le content type de la donnée, en identifiant un sujet, un type d'événement. Donc là, si je regarde get type, si je suis sur GCP, j'aurai Cloud Storage. Si je suis sur Amazon, j'aurai AWS S3 Events, par exemple. Et il y a là-dedans le get data, et le get data, ça va être le contenu de mon événement. Et le get data, il va être spécifique. Alors, je crois que c'est un... Ouais, get data. Enfin, de toute façon, c'est pour vous montrer. Et donc, le contenu de l'événement, chaque cloud provider va aller mettre les informations de l'événement dedans. Donc, en faisant ça, on est agnostique du cloud provider. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Le seul problème, c'est que Cloud Event n'est pas géré par tout le monde de la même manière. Sur GCP, Cloud Event va être supporté dans les Google Cloud Functions V2, qui sont pour l'instant en alpha. Et pour l'instant, ce n'est pas supporté par AWS. Voilà. Donc ça, c'est les limitations aujourd'hui qu'on a avec cette solution. Okay. Donc,
Pour conclure ce talk, grâce à Funky et au profil Maven, on peut déployer la même fonction HTTP dans 2 cloud providers. Donc là, on est bon. Chaque cloud a ses propres structures d'événements. Il y a donc de l'adaptation à faire en cas de fonction background. Je vous ai montré comment on peut faire cette adaptation. Cloud Event, lui, est un standard qui répond à cette problématique, mais son support n'existe pas encore sur tous les cloud providers. L'intérêt de Cloud Event, c'est que vous pouvez même avoir la même chose aussi bien pour des événements storage que pour des objets dans Kafka, par exemple, parce qu'il y a du binding il y a du binding HTTP, du binding dans des events du cloud, mais il y a aussi du binding pour Kafka. Voilà, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser maintenant dans le chat. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours me contacter par Twitter, c'est le plus simple. Et n'hésitez pas à donner du feedback via Open Feedback, comme l'a proposé Alexandre. Merci beaucoup, Loïc. Ouais, s'il y a une question, n'hésitez pas. C'était super intéressant. On voit que c'est un sujet vraiment très neuf, quoi, le truc là. Je pense que ça doit maturer un peu, mais c'est vachement intéressant. Ouais, Cloud Event surtout en fait a besoin de maturer un peu. Après, l'intérêt, c'est que là, ce qu'on voit, c'est que quand on utilise Funky et des profils Maven, le surcoût d'adaptation, il devient vraiment minime. Alors, le dernier code que je vous ai montré, je l'ai pas déployé, mais parce que je suis un peu feignant, que je savais plus comment on passe des variables d'environnement sur AWS, mais en fait, j'aurais pu le déployer dans GCP parce que ça, je sais le faire. Et donc, c'est pas beaucoup de boulot en fait de cette d'adaptation d'un cloud à l'autre quand on va garder les deux objets. Voilà, donc ça peut être sympa. Et Cloud Event, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut grandement faciliter la vie des développeurs qui utilisent des événements. Par contre, il faut attendre que les cloud providers le supportent. Azure le supporte via, je ne sais plus comment ça s'appelle, EventBridge. GCP va le supporter via EventArc, qui va permettre de dire, bah tiens, tel événement, l'événement Cloud Storage ou un message PubSub, je vais pouvoir le transformer en Cloud Event via EventArc. Et AWS, je n'ai pas encore trouvé d'informations dessus. C'est clair que ça va devenir un sujet, parce que maintenant tout le monde s'y est mis là au cloud. Et, il y a deux plans sur le sujet, tu dois le savoir, du multi-cloud, effectivement. Et ce genre de sujet, je pense forcément, va prendre. Les solutions vont devoir apparaître. Quoi, ouais, parce qu'aujourd'hui, souvent dans le multi-cloud, les gens vont dire bah, vous faites du conteneur. Oui. Souvent via Kubernetes ou la solution de container as a service du cloud provider. Mais c'est pas. Voilà. Pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a réellement, effectivement. Ça marche. Merci beaucoup, Loïc. N'hésitez pas à donner feedback sur Open Feedback. En salle 3, alors il y a une pause là, et ça. Alors, vous pouvez aussi rejoindre les autres salles de conférence. Et sinon, à 11h30, il y aura Cyril Lakesh dans cette salle qui va venir nous parler d'une petite fonction qu'ils ont fait pour un PDF chez Kima. Bon, ça avait l'air super sympa. Donc, on se voit tout à l'heure. Merci beaucoup, Loïc. Ouais. Bonne journée. Merci. Ciao. Ciao.